qu'on soit à notre meilleur niveau, forcément pour déjà leur poser des problèmes et puis après pour éventuellement faire un bon résultat. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la position où on est, en étant déjà qualifié pour les 16e, on a la volonté et l'ambition de pouvoir gravir une marche supplémentaire. Le Stade brestois va-t-il continuer à faire rêver ses fans? Les Tizef affrontent ce soir les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk pour leur 7e match de Ligue des Champions. S'ils parviennent à arracher la victoire, ils seront à un cheveu de la qualification d'office en 8e de finale. Le Stade brestois à la porte du rêve, c'est notre focus de ce mercredi 22 janvier. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. Et pour encourager les Brestois, un millier de supporters ont fait le déplacement jusqu'à Gelsenkirchen en Allemagne où se déroule le match. Pour eux, pas de doute, les Tizef vont se hisser jusqu'au top 8. Allez, on va dire 2-0 pour Brest. 2-0 pour Brest. Allez. Et on va être un peu chauvin et on valide la qualif. Allez, on va forcément Brest gagnant quand même. Hein. On ne serait pas venu jusqu'ici pour ça. Sinon, mais allez, un petit 3-1. Allez, on va dire que les attaquants seront bons ce soir. Ouais, 2-1. Ouais, 2-1. Tant qu'on gagne, on s'en fout. Je vois 3-1 pour le Stade brestois. Le non-débuteur ? Non-débuteur, allez, un petit doublé de Ludovic Ajor qui est, s'il rentre, un petit but de Lesmelou. Bon, sur ces images tournées par notre reporter en Allemagne, on voit les supporters bien joyeux. Et il y a de quoi. Adrian, tu suis le Stade brestois pour le Télégramme et tu me disais que l'équipe est d'ores et déjà qualifiée pour les barrages. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Oui, alors avec 13 points au compteur, c'était déjà très bien parti. C'était juste, il fallait encore que les derniers matchs se déroulent de la 7e journée hier. Et oui, c'est officiel. C'est-à-dire que Brest ne pourra pas finir au-delà de la 24e place. Donc l'aventure européenne de Brest, pour sa première aventure européenne, va au moins se poursuivre jusqu'à février, puis peut-être un peu plus tard. Et évidemment, les supporters y croient très fort. Mais est-ce que Brest a de bonnes chances de l'emporter ce soir face aux Ukrainiens ? Alors oui, Brest me paraît assez favori en Allemagne parce que du coup le Shakhtar Donetsk, au vu du conflit opposant l'Ukraine à la Russie, peut pas jouer dans son stade. Donc le Shakhtar compte 4 points en Ligue des Champions, n'a pas joué depuis 40 jours parce qu'il y a une trêve actuellement en Ukraine au vu des conditions climatiques. Donc oui, Brest a de bonnes chances de l'emporter, mais bon, c'est la Ligue des Champions, il faut jamais parce que Brest fait des exploits, donc il faut jamais aller trop loin dans les prévisions. Et finalement, si Brest gagne, est-ce que le club est assuré d'être en 8e de finale de Ligue des Champions ? Alors, s'ils sont assurés d'être en barrage, toujours pas en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc, pour être assuré, il faut finir dans le top 8 de la phase de Ligue. Mais là, il faudra attendre le dernier match qui va se dérouler mercredi prochain contre un petit club comme le Real Madrid pour en être assuré. Mais si, avec 16 points, oui, il prendrait une super option, ce qui serait assez incroyable pour Brest pour sa première en Ligue des Champions. Merci beaucoup, Adrien. Merci. Et finalement, de retour en Armorique, après plusieurs semaines de rebondissements et d'incertitudes, la Fonderie de Bretagne passait ce matin devant le tribunal de commerce de Rennes pour acter sa mise en cessation de paiement. Si cette étape n'est qu'une formalité, 200 salariés ont fait le déplacement depuis Caudan pour marquer leur soutien. Eva Thomas et Guillaume Billetterie les ont suivis. Le rendez-vous était donné à 6h30. Au total, 4 bus et une dizaine de voitures attendaient les quelques 200 salariés de la Fonderie de Bretagne pour les emmener au tribunal de commerce de Rennes. Et si l'audience du jour n'est qu'une formalité, il était important pour les salariés de montrer leur détermination. La Fonderie de Bretagne, soutenue par leur syndicat CGT, on y croira toujours. Tant qu'on ne sera pas mort, on sera toujours là. Donc oui, nous, on se battra de toute façon jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est pour acter le fait que la Fonderie de Bretagne passe en cessation de paiement. C'est juste la procédure normale. C'est juste une procédure normale aujourd'hui. Et nous, on a voulu marquer le coup pour montrer que les salariés seront là et que les salariés, ils seront toujours là. L'avenir du site de Caudan sera donc à partir de ce mercredi dans les mains du mandataire désigné par le tribunal de commerce. Les salariés espèrent qu'un nouveau repreneur se présente, mais pas à n'importe quelles conditions. Il y aura sûrement des repreneurs qui vont présenter un dossier. Après, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que, comme on dit dans le jargon, qu'il y ait des marchands de ferraille. En fait, il faut vraiment que le repreneur ait un dossier sérieux, qu'il ait déjà un carnet de commandes, à la rigueur qui se diversifie. C'est vachement important qu'il se diversifie. Les fondeurs ont ouvert une cagnotte en ligne pour financer leurs déplacements ainsi que les prochaines actions, notamment un rassemblement le 25 janvier à Isignac-le-Christ. Et le local du Parti socialiste de Carhaix, dégradé par un incendie volontaire. Le feu, qui a pris autour d'1h du matin, à partir de pneus et de palettes, a seulement abîmé la façade sans faire de blessés. On a retrouvé les mots PS, social traite, tagués sur l'immeuble. Pour Marc Thomas, co-secrétaire de la section locale du PS, cet acte serait dû au choix des socialistes de ne pas censurer le gouvernement de François Bayrou. On écoute sa réaction au micro de Jean-Noël Potin.
Je peux comprendre le tag, mais je ne peux pas comprendre la tentative d'incendie et l'effraction. C'est regrettable d'en arriver à de telles extrémités uniquement pour un désaccord politique. J'invite les auteurs au 11 rue Ernest Renan à venir boire un coup pour m'expliquer les raisons pour lesquelles ils ont agi ainsi. Alors sur les circonstances, on n'en sait rien, donc on ne peut pas dire que c'est un tel ou telle mouvance ou telle extrême gauche, extrême droite, gauche, droite. C'est impossible à définir. C'est pour ça que je les invite à boire un coup à la maison. Et ce n'est pas la première fois que ce local est victime de vandalisme. Il a été ciblé à 3 reprises depuis 2009, et notamment lors des protestations contre la loi travail du gouvernement Valls en 2016. Une atmosphère tendue qu'on constate aussi dans les conflits entre les politiques bretons. En décembre, le président du conseil départemental du Finistère, Maël de Calan, déclarait sur le plateau du Café du Commerce de TBO ceci. Je pense que Pierre-Yves Cadalin est factieux et antisémite, ou en tout cas qu'il soutient des positions factieuses et antisémites. Suite à cette déclaration, le député LFI de Brest a annoncé déposer plainte ce lundi pour diffamation. Depuis, chacun commente, certains pour prendre position, d'autres pour apaiser les tensions. Le clash s'invite dans les débats politiques en Bretagne, une pratique qu'on n'avait pas l'habitude de voir jusque-là. Décryptage avec notre journaliste Martin Vaugoud. Alors en Bretagne, il y a toujours eu des étincelles. Les plus anciens se souviennent par exemple que du côté de Carhaix, entre Richard Ferrand et Christian Troadec, ça montait souvent dans les tours. Ce qui est peut-être plus nouveau, c'est une sorte de duplication de clashs nationaux au plan local. Alors l'une des raisons, c'est que des formations radicales se sont implantées en Bretagne, et ces formations, elles ont la volonté de changer le système et de casser les codes. Clairement, la France insoumise a des pratiques qui sont différentes de celles qu'on observait jusqu'à présent dans le milieu politique breton. Il y a une explication plus générale, parce que de plus en plus de conseils municipaux sont tendus, et les insoumis ou le Rassemblement national ne sont pas forcément à l'origine de ces clashs. L'explication, c'est le contexte financier difficile, il oblige à faire des choix, il oblige à les faire vite, et on sait que dans l'urgence, l'émotion peut très vite prendre le pas. Et puis on vous en parlait hier, l'interdiction de pêche dans le golfe de Gascogne pour les bateaux de plus de 8 mètres entre en effet ce mercredi pour une durée d'1 mois. Et comme on peut le voir sur ces images tournées dans la matinée à Lorient, les navires des pêcheurs resteront amarrés au port. Déjà en vigueur l'an dernier, cette mesure a pour objectif de limiter la capture accidentelle de dauphins dans cette vaste zone de pêche jusqu'au 20 février. Une indemnisation à hauteur de 80% du chiffre d'affaires est prévue pour les 300 bateaux à quai. Et enfin, on vous parle de la mauvaise surprise de Marina Le Goff et Michael Duchesne. En 2019, le couple achète une grande maison récente dans la campagne de Rospordin, mais très vite, le rêve se transforme en cauchemar. Ils découvrent de nombreuses infiltrations d'eau qui détruisent progressivement la maison. Alertés par la situation, des habitants ont décidé de leur venir en aide. Un reportage de Guérec Flécher. En pleine nuit, on entend donc on dort, on entend un bruit qui nous réveille. Et en fait, on avait de l'eau qui coulait de la lumière, donc c'était un spot comme ceux qui sont à côté qui étaient posés là, et de l'eau qui gouttait sur l'électronique. C'est de là que toute cette histoire a commencé. Quand il pleut dans la maison. Plaques de moisissure et d'humidité, absence d'isolation dans le plafond, trous dans les murs, affaissement de la terrasse, c'est un véritable cauchemar que vivent Marina et Michael, parents de 3 enfants, depuis l'achat de leur maison en 2019, et chaque jour amène son lot de nouvelles déconvenues. Les plafonds, regarde, ils s'ouvrent. Je découvre parce qu'en fait, il a fait très froid ces derniers temps et on n'est pas revenu dans la maison depuis lundi, enfin dans la chambre depuis lundi. Et en fait, je découvre, vous voyez, que cette fissure-là, elle n'était pas visible. Désemparés, face à ce qu'ils estiment être des vices cachés, ce couple a entamé des démarches juridiques afin d'obtenir réparation. Mais après 5 ans de procédure, le dossier reste au point mort et ils sont à bout financièrement. On a déjà engagé beaucoup d'argent, nous avons fait des prêts au niveau des banques, enfin de notre banque, qui actuellement ne peut plus nous suivre financièrement. Sans solution et épuisés, ils décident de médiatiser leur situation et de créer une cagnotte en ligne. En à peine quelques jours, des artisans, entreprises, associations ou particuliers ont proposé leur aide. Cet élan de générosité nous redonne le sourire, nous redonne l'envie d'y croire et le combat continue et on ne lâchera rien. Marina et son mari ont rencontré le maire de Rospordin ce vendredi et devraient pouvoir compter sur de nouveaux soutiens à l'avenir. Et vous vous rappelez peut-être jouer avec des Barbies quand vous étiez petit. Bien certains ont continué. À Brest, Fred Leduf les collectionne depuis 27 ans. Un assortiment impressionnant qu'il a décidé de léguer au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Et Nora Le Nôtre est partie à sa rencontre.
C'est la pièce maîtresse de la collection. C'est le mariage de Will et Kate. Alors comme j'étais en plus au mariage, ça résonne, quoi. Elle a même la bague de Lady Diana. Depuis 27 ans, Fred Leduve collectionne les Barbies. Et tout a commencé lorsqu'il en reçoit une en cadeau. On a une copine qui organise une fête et le thème de la fête c'était Barbie. J'ai 30 ans à l'époque, donc moi les Barbies, pas nous. Et en partant, elle offre à chacun une Barbie. Et là, la collection commence. Aujourd'hui, le bureau de Fred est devenu un véritable royaume pour les 550 Barbies qui le peuplent. La plupart font partie de collections collector inspirées de films ou de personnages historiques. Lavender Cox, c'est une présentatrice transsexuelle américaine. C'est la première Barbie noire, elle sort dans les années 80. Il y a Rosa Parks, qui est ce qu'on appelle une inspiring woman. Et la collection continue de s'agrandir. Fred se fixe une limite de 70 € par Barbie à ne pas dépasser. Il les achète directement sur le site de Mattel, les créateurs de la poupée, où il se les fait offrir par ses proches. Le plus difficile aujourd'hui est de trouver de la place. Derrière une, il y en a effectivement forcément une autre, mais derrière l'autre, il y en a encore forcément une troisième qui surgit. Mais il y a quelques mois, Fred a pris la décision de confier sa collection au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Les Barbies déménageront donc un jour à Paris, mais en attendant, elles continuent de profiter du temps brestois. Une belle manière de faire marcher son imaginaire, tout comme la lecture. Le Télégramme consacre sur les prochains jours un dossier aux Nuits de la lecture du 23 au 26 janvier. On vous invite à les découvrir sur letélégramme.fr. Cette édition touche maintenant à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau journal. Et d'ici là, bonne soirée.